J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Léna. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Très très bien. Génial. Eh bien, avant qu'on parle de rentabilité d'entreprise et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et à quoi ressemble ton quotidien? Je suis Léna, je suis à mon compte depuis 3 ans maintenant, ça fait un petit peu plus de 3 ans, et je suis consultante en gestion financière d'entreprise. Est-ce que je donne plus d'infos aussi sur mon métier ou est-ce que j'attaque direct sur le Tu peux, ressemble? tu Ok. peux, tu peux. Ok, donc en fait, j'accompagne principalement les entrepreneurs du web, mais pas que évidemment. Globalement, en fait, c'est tous les prestataires de services et au niveau communication, puisque bien souvent, il faut quand même se nicher, etc. Je m'adresse surtout en fait à ceux qui ont une présence en ligne et qui vendent en grande partie en ligne ou à distance. Euh, Ouais, j'ai surtout des entrepreneurs qui sont déjà lancés, qui veulent avoir une entreprise rentable, qui leur assure une rémunération à leur juste valeur et aussi qui les sécurise pour les prochains mois. Donc on est sur toute la notion pérennité. Donc finalement, le sujet du podcast et ma mission, on est sur les mêmes choses. Donc forcément, ça regroupe tout ce qui va être TVA, URSSAF, tarifs, statut juridique, etc. En gros, tout ce que les entrepreneurs détestent, moi j'adore. Et après, à quoi ressemble mon quotidien? Alors en ce moment, mon quotidien est partagé entre mes missions clients, des consultings, l'animation forcément et la mise à jour et la création de modules en fait d'une formation en ligne que j'ai. En gros, mon cœur de métier, mais j'ai aussi une partie forcément apprentissage de nouvelles connaissances pour m'améliorer dans mon entreprise. Donc consommer principalement des formations que j'ai déjà achetées. Là, je sais que j'en ai une où j'avance sur toute la partie communication, mais aussi la mise en place d'outils pour mes clients. Je passe aussi beaucoup de temps à communiquer. J'ai l'impression qu'un quart de mon temps est dédié à ça, genre vraiment. Mais aussi, là, en ce moment, beaucoup la coordination des travaux d'une maison que j'ai achetée avec ma sœur pour la louer. Donc, ouais, là, par exemple, cette semaine, j'étais pas mal sur cette partie-là. Et évidemment, du temps pour moi. Là, ce week-end, j'ai passé beaucoup de temps à faire des Legos, faire ouais, un petit peu de sport, lire, enfin voilà, pas mal de petites choses Je plutôt trouve ça chouettes. marrant. Je trouve ça très drôle parce que quand on parle de communication, vous êtes très souvent à me dire, j'ai passé toute ma semaine à créer du contenu, à communiquer. Je crée plus de contenu que je suis sur mon cœur de métier. Donc je trouve ça très marrant qu'il y ait beaucoup de similitudes aussi parce que bah, la réalité malheureusement. Euh, Tu parles beaucoup de rentabilité et de pérennité. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, est-ce que tu peux me dire pour toi qu'est-ce que ça veut dire le terme rentabilité? Ouais, alors en fait pour moi la partie rentabilité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bah la rentabilité c'est encaisser de l'argent, etc. Mais pour moi en fait c'est pas du tout ça, c'est plus la capacité d'une entreprise en fait à payer toutes ses charges, de se payer aussi correctement en tant qu'entrepreneur et forcément dégager un surplus pour voilà, donc là on est vraiment sur la notion de bénéfice, donc tout ce qui va être marge, tout ce qui va être forcément créer une trésorerie de sécurité, pouvoir réinvestir, etc. Et en fait il faut vraiment derrière la notion de rentabilité que son entreprise se serve, enfin, te serve toi en tant qu'individu et pas que ce soit l'inverse et que tu Mm. deviennes esclave en fait de ton entreprise. Et en fait, souvent, c'est ce que je dis à mes clients, c'est bah, finalement derrière cette notion-là de rentabilité, la grande question, c'est est-ce que mon entreprise soutient ma vie ou au contraire, est-ce que je sens que je suis esclave de mon entreprise? J'aime bien le terme esclave parce que c'est vraiment pour le coup quelque chose que j'ai vécu, de vraiment être esclave de mon business et je pense que on tombe dedans par ignorance de ce qui se passe en termes de système, en termes de mise en place de normes, même tu vois, par rapport aux taxes, par rapport à tout ce qui doit être connu par un entrepreneur. Quand on met la tête dedans et que on n'est pas du tout dans l'administratif, en fait, c'est un truc genre la compta, mais on se dit, mais waouh, mais c'est un monde. Et du coup, forcément, on le réduit très vulgairement à la facturation et aux dépenses. Mais en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et si on n'a pas conscience de ça, on peut très rapidement ben, se cramer, devenir vraiment, comme tu le dis, hein, très bien. Et moi, c'est une expression que j'utilise aussi très souvent, devenir l'esclave et rentrer vraiment dans une prison dorée qui, de base, était censée nous donner de la liberté. Et au final, tu y passes 60, voire 70 heures par semaine. Quand tu regardes les business que toi t'accompagnes,
C'est quoi l'erreur la plus commune que tu vois en lien justement avec cette notion de rentabilité? Que je vois le plus, ça va être de confondre la partie chiffre d'affaires et l'argent réellement disponible. Genre vraiment, j'ai énormément de personnes en fait qui se disent bah chouette en fait j'ai encaissé X euros de chiffre d'affaires donc en fait derrière je sais pas j'ai encaissé 4000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci bah du coup je peux dépenser 4000 euros. Non, si seulement. Mais en fait c'est surtout ouais, de savoir en fait quand on fait une vente bah combien coûte vraiment une offre. J'ai eu le cas là de il y a 15 jours d'une entrepreneur que je connais bien que j'accompagne vraiment sur le suivi mensuel, en fait, qui a organisé un événement en physique sans m'en parler. Et en fait, quand j'ai vu le prix des places et que j'ai forcément croisé avec les coûts que j'ai vus entre la location de la salle, etc., je me suis dit, mon Dieu, elle va perdre de l'argent, elle s'en rend pas compte. Donc du coup, évidemment, je lui ai envoyé un message parce que voilà, mon rôle de conseil, il est là. Mais en fait, elle n'avait pas forcément réfléchi à son tarif, dans son tarif, entre guillemets, aux charges qu'elle avait. Et en fait, même là, je suis pas sûre qu'elle arrive à l'équilibre. Donc, ouais, un petit peu le truc du savoir combien coûte une offre et combien forcément il reste après, une fois qu'on a payé les charges. Aussi au niveau du temps passé, parce que des fois, forcément dans la prestation de service, le plus gros, c'est le temps. Bah là, du coup, de savoir combien de temps on a passé et aussi la fatigue et l'énergie. Des fois, on passe beaucoup de temps à donner énormément d'énergie si derrière on est exténué et que, et qu'on peut pas, ouais, qu'on peut pas enchaîner d'autres prestations, bah, c'est pas une avance. Et ouais, non, il y a beaucoup de personnes qui pilotent finalement à l'instinct, un peu au doigt mouillé, Oui. et regardent pas du tout leurs chiffres. Et en fait, au final, on se retrouve avec des entrepreneurs, en tout cas, moi, je me retrouve avec des entrepreneurs que je suis, qui génèrent du chiffre d'affaires, mais en fait, qui, eux, ne s'enrichissent pas, qui, même parfois, s'épuisent à aller chercher toujours plus de chiffre d'affaires en pensant que bah, c'est ce qui va leur permettre de payer leurs charges. Mais en fait, ils gagnent rien et en fait, ils gèrent très, très mal leur argent. Et ouais, non, je vois trop, trop de personnes faire l'autruche sur, ne serait-ce que des fois, les sujets de TVA. Parce que forcément, ça peut avoir des conséquences financières si jamais ça n'a pas été anticipé, surtout en fonction de la cible, sans compter évidemment la partie charge mentale, le stress et même parfois l'impact sur le couple ou sur la famille, etc., quoi. J'aime bien le fait que tu mentionnes la gestion du temps, parce que c'est vrai que même, tu vois, même quand on vend un produit physique ou même quand on vend un produit digital, enfin d'ailleurs, quelle que soit votre entreprise, en fait, vous passez du temps dessus. Et Ouais. ce temps-là, c'est du temps que vous passez pas ailleurs. Et je trouve ça hyper intéressant de le mettre aussi dans les dépenses que l'on va avoir au sein de notre entreprise, parce que moi, je le vois pas comme une dépense, je le vois plus comme un investissement. Mais même comme ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le coût. Si vous passez, par exemple, je sais pas, sur un produit digital, imaginons un mentorat, et que vous passez tous les jours sur le suivi des gens, sur le fait d'améliorer ce que vous faites, etc., ben en fait, c'est tous les jours qu'il y a quelque chose qui sort d'une ressource, en fait, une ressource vraiment qui est à vous. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que généralement, on réduit à juste la TVA ou les impôts ou ce que je vais devoir payer en charge. Mais effectivement, au-delà de ça, il y a le temps. Et puis, il y a aussi les outils que vous allez utiliser. Parce que les outils, ça fait partie du jeu. Après, il y a un truc où, genre, on se dit, bon, les produits, les événements physiques, d'une manière ou d'une autre, très peu de gens te disent que tu es rentable. Donc, de toute façon, tu seras pas rentable et de toute façon, tu fais pas ça pour gagner de l'argent. Ça dépend quel type d'événement vous créez. En fait, il y a toujours, tu vois, cette notion de il faut aller voir de manière personnalisée parce qu'on n'a pas toutes les mêmes statuts, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes envies, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes, le même produit. Et du coup, j'aime bien, tu vois, cette notion de se dire, OK, il y a des grands axes à aller regarder, mais après, ça dépend aussi beaucoup de ce que tu fais de ton argent, de comment tu gères ton entreprise, de tes connaissances. À partir de quand est-ce que toi, tu juges et qu'on peut dire que un business est vraiment rentable et qu'il n'a pas juste encaissé de l'argent. Pour moi, c'est déjà quand l'entrepreneur a une rémunération régulière. Pour moi, c'est un gros point. Je vois trop, trop d'entreprises, trop, trop d'entrepreneurs ouais, qui se rémunèrent pas. Et ça fait des fois plusieurs années. Et je me dis, mais là, au fait, au bout d'un moment, tu prends trop dans tes économies, c'est plus possible. Donc, vraiment, d'avoir ouais, une rémunération régulière et surtout prévisible pour l'entrepreneur qui lui, forcément, lui permet de vivre correctement sur le perso sans se priver, épargner, avoir des projets, etc. Moi, c'est un gros, gros point que je fais hyper, hyper attention.
Pareil aussi sur la notion de stress en fait et de se dire bah finalement c'est aussi de se dire bah j'ai créé une trésorerie de sécurité, bah en fait je sais que j'ai de l'avance, j'ai de l'épargne sur mon compte pro, bah en fait je peux financer les imprévus et pas avoir en fait à stresser dès qu'il y a un tout petit truc qui arrive. Non, c'est bon, je sais que j'ai prévu les choses et tout va bien. De forcément d'avoir des tarifs cohérents et de pas se surcharger, bah, pour éviter de tout le temps être dans le trop, trop, trop et de plus pouvoir dormir. Et aussi ouais, de pouvoir prendre des décisions sans paniquer. De Mm. pouvoir, si jamais tu veux justement refuser un client parce que en fait bah là t'as pas la capacité, parce que t'as pas l'énergie, bah en fait de pouvoir le faire sans culpabiliser, de pouvoir même ne serait-ce que baisser le rythme, de pouvoir réinvestir, etc. Mm. Et ouais, en gros, c'est quand, à mon sens, l'argent, c'est plus une urgence quotidienne, mais au contraire, quand ça devient un facteur un petit peu plus d'apaisement. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes que j'ai accompagnées et qui me disent, bah, en fait, maintenant, je regarde mon prévisionnel et ça va mieux. Dès que j'ai un petit coup de panique, je le regarde, ça va mieux et je peux souffler. C'est vrai que la charge mentale de l'entrepreneur, il vient beaucoup justement du manque de prévisibilité, de pas savoir ce qui va rentrer, de pas savoir ce qui va sortir et du coup d'être tout le temps en flux tendu. Moi, j'aime bien dire, en fait, vous avez la sensation de devoir toujours trouver de l'argent, alors que Ouais. probablement que vous en avez déjà assez de vous de votre côté. Tu parlais justement de d'avoir un peu une épargne un peu stratégique, d'avoir un coussin de sécurité. Tu recommandes d'avoir à peu près combien de sécurité au niveau de son entreprise pour pas que les gens se disent, OK, il faut que j'ai 100 000 € de sécurité. C'est quoi à peu près les montants que toi tu recommandes? Ouais, alors moi, ça va pas être des montants précis, mais ça va être plus des mois de charge, parce que forcément, d'une entreprise à une autre, ça va varier, mais le minimum du minimum serait d'avoir 3 mois de charge, en fait, d'avance sur, du coup, en épargne. Si on veut se sécuriser un petit peu plus, 6 mois, c'est mieux, et après, c'est comme tous, en fonction de chacun. Entre 3 et 6 mois, c'est très bien. Après, des fois, j'ai des personnes qui préfèrent, forcément, parce qu'ils ont des fois des grosses saisonnalités, préfèrent avoir un an d'avance. Bon, bah, ok, au moins, on peut mettre 12 mois en place. Mais au minimum, 3 à 6 mois, ça permet quand même déjà, surtout quand on vend en ligne, des fois, de quand même prendre le temps de voir, ok, là, il y a une baisse de chiffre d'affaires, ça me laisse 3 mois, par exemple, ou 4 mois, le temps des fois jusqu'à 6 mois, hein, le temps de retrouver des clients, le temps de changer forcément une stratégie ou des choses comme ça. Ou même des fois, ne serait-ce que partir en vacances pendant 2 mois et de pas avoir à se soucier du reste, c'est cool aussi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une conscience de ce qui sort et de savoir aussi les dépenses qu'on a. Donc je sais que beaucoup d'entre vous font l'autruche. J'en ai moi-même fait partie de cette autruche, donc je peux me mettre dans le sac. Mais ayez toujours conscience de ce qui se passe au sein de votre entreprise. Moi, il y a un de mes mentors il y a quelques années qui m'a dit, Marine, tu sais que si tu mets pas la tête dans les chiffres, tu pourras jamais être considérée comme une chef d'entreprise en fait. C'est pas possible. C'est la casquette du de chef d'entreprise va avec ça. C'est une condition qui est obligatoire. C'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui vois comment tu dois gérer ton budget. C'est toi qui vois comment tu dois gérer tes investissements, tes prises de décision. Et il n'y a personne qui va le faire pour toi. Et je suis en mode, bah, si au pire je prends quelqu'un. Mais Marine, c'est pas son entreprise à lui ou à elle. C'est la tienne. C'est de toi que ça sort. Et du coup, c'est vrai que ça a mis pas mal de temps à décanter et à me dire, ok, ouais, en fait, il faut vraiment que je mette ma tête dans les chiffres et que je comprenne, même si la réalité au début, elle fait mal, mais croyez-moi que vous allez enlever vraiment le pansement une seule fois et c'est douloureux, je vous le dis. C'est peut-être le truc le plus douloureux que j'ai fait au sein de mon entreprise. Mais après ça, bah, ça donne une certaine prévisibilité et un ok. En fait, là, je sais exactement ce qui va se passer, je sais exactement comment ça va se passer et vous reprenez le contrôle sur une notion qui est plus méconnue. Et surtout, il y a un élément que tu as pas mal mentionné que très peu osent dire et qui, pour le coup, c'est vraiment la réalité d'une entrepreneur, c'est que elles vont beaucoup, 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 beaucoup travailler et elles vont pas trop se rémunérer à leur juste valeur. Elles vont pas se payer correctement. D'où ça vient? Est-ce que c'est un manque de calcul? Est-ce que c'est un manque de prévisibilité? Est-ce que parfois quand tu constates que le salaire il n'est pas suffisant, c'est justement par manque de fonds ou justement c'est par manque de connaissances sur ce qui est en train de se passer parce qu'elle pourrait très clairement bien se payer? Bien souvent, c'est un peu des deux, mais globalement, en fait, c'est souvent les personnes. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui ont peur de pas se rémunérer plus parce qu'en fait, elles ont peur de mettre en danger leur entreprise.
Et en fait, de se dire, ouais, mais si jamais là, actuellement, je me paye 2000 mais en fait, j'aurais besoin de 2005 pour vraiment vivre correctement, bah, en fait, j'ai peur de me payer plus parce que, bah, en fait, des fois, ça veut dire aller chercher plus de chiffre d'affaires, mais pas forcément. Des fois, on peut aller chercher d'autres leviers et se dire, bon, bah, ok, il y a en fait certaines dépenses déjà que tu peux enlever parce que bah, des logiciels que tu n'utilises pas, des choses comme ça. Et même souvent, c'est la partie. En fait, j'ai peur de me rémunérer plus parce qu'en fait, du coup, j'ai peur de plus être assez rentable, du coup, de mettre mon entreprise en danger, etc., etc. Alors que, bah non, en fait, quand on regarde les chiffres, de toute façon, les chiffres ne mentent pas. Et c'est pour ça que des fois, ça fait très mal la première fois qu'on les regarde parce que, ben, en fait, c'est hyper factuel de se dire, bah, en fait, chiffre d'affaires moins toutes les dépenses, voilà ce qui reste à la fin et basta. On peut pas, on peut pas aller à l'encontre de ce que les chiffres disent. Mais ouais, non, c'est souvent. Bien souvent, quand même, c'est une histoire de mindset, quand même. Et si tu regardes pas ces chiffres, justement, tu risques quoi en tant qu'entrepreneur? Quel est le danger si tu te penches jamais justement sur ces données chiffrées qui, moi je le dis aussi, hein, en stratégie de contenu, les chiffres ils mentent pas. Donc d'une manière ou d'une autre, soit ça fonctionne pas, soit il faut changer des trucs, soit il y a des trucs qui fonctionnent très bien, mais les chiffres sont factuels. Toi, comment est-ce qu'on peut les interpréter justement sans avoir la sensation de trop perdre ou que ça devienne une trop grosse charge mentale. Ouais, je pense qu'il y a un peu le truc du... Bah déjà, forcément, on travaillait à perte sans le savoir. Déjà, là, au bout d'un moment... En fait, de toute façon, c'est simple, mais au bout d'un moment, l'entrepreneur va s'épuiser. Et en fait, au bout d'un moment, on va se retrouver dans des situations où bah, l'entrepreneur pourra plus payer ses charges. Et en fait, ça va être un peu une espèce d'un effet boule de neige où, en fait, bon, bah, au début, la personne va moins se payer ou pas assez. Après, bah, du coup, il va y avoir des dettes, en fait, qui vont s'accumuler. Et après, on peut aller à terme jusqu'à la liquidation, évidemment. Là, on est dans les cas les plus extrêmes. Mais après, je pense que c'est surtout le truc du, ben, en fait, construire une entreprise qui est impossible en fait à faire évoluer. Parce qu'en Mm. fait, si jamais tu es déjà, entre guillemets, avec le couteau sous la gorge parce que tu as trois clients, bah, qu'est-ce que ça va être si jamais t'en prends plus, quoi? C'est ça le truc. Il y a le truc du, ouais, prendre des mauvaises décisions et en fait, finalement, bon, bah, perdre de l'argent, mais aussi des fois de l'énergie. Mm. Et ouais, en fait, se réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard quand bah, l'énergie est déjà cramée, avoir finalement être soit en burn-out, soit vraiment frôler cette partie-là. Et ouais, non, avoir des conséquences, en tout cas personnelles, hyper. Bah, Mm. des fois, je veux pas dire qu'ils sont irréversibles, mais en tout cas qui mettent du temps en fait derrière à se réparer, Mm. quoi. Et qui prennent de l'énergie quotidiennement. Mais vraiment, quand je dis quotidiennement, c'est vraiment ça prend de l'énergie quotidiennement. Ça bouffe le cerveau de te dire je suis en train de travailler et là je sais pas si je suis dans mes frais, je sais pas si je suis dans les clous, je sais pas si là c'est le bon tarif, je sais pas si là du coup la personne elle va me payer, mais du coup après me payer qu'est-ce que il va me rester? Parce que du coup après il va falloir que je paye ci, que je paye ça, que je repaye ça. Et pour la petite anecdote, moi du coup, quand j'avais mon agence, on facturait beaucoup, mais en fait, on était très rarement en équilibre parce Ouais. que ça demandait tellement de gestion financière. J'étais clairement pas du tout une bonne élève pour ça. euh, que en fait, je voulais pas mettre le nez là-dedans parce que je savais. Et la peur vient aussi du fait qu'on sait intérieurement que c'est un peu le bordel et que c'est un peu la merde et que t'as pas envie de le voir. Mais le problème, c'est que si vous y allez pas frontalement, ben, ça fait un effet boule de neige. Et cet effet boule de neige n'aide personne, ni vous, ni ce que vous êtes en train de développer, ni votre entourage qui pâtit aussi de ce stress. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est complètement vrai. Moi, à l'époque, j'avais pas d'enfant. Je pense que si j'avais eu un enfant, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois parce que la responsabilité est autre, parce que tu as beaucoup plus peur, parce que tu veux beaucoup plus de sécurité. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas regarder en priorité pour comprendre qu'une entreprise va pas dans le mur? Au niveau des indicateurs, Ouais. alors moi j'en ai plein, parce que forcément je regarde plein de choses. Parce que en fait, la toute première chose déjà que je vais regarder, c'est le bénéfice. De se dire, bon bah finalement le chiffre d'affaires moins toutes les charges, ok voilà ce qui reste, c'est la première chose que je regarde. Après évidemment forcément je le compare au chiffre d'affaires pour avoir un pourcentage évidemment, parce que des fois un chiffre en euros ça veut dire des choses mais moins. Et en fait
En fonction de ça, c'est là où derrière je vais aller chercher d'autres indicateurs ou pas. Si jamais je vois que l'entreprise en fait elle est en négatif ou vraiment proche de zéro, bon bah tiens après je vais aller regarder la marge brute par offre, donc finalement le chiffre d'affaires moins les charges directement imputables pour justement se dire bon bah est-ce que le tarif de cette prestation ou de cette offre est correct ou pas? Est-ce qu'on a une problématique déjà de tarif à ce stade-là ou pas? Est-ce qu'on a une problématique de charge? Je regarde tout ce qui va être forcément taux de marge sur coût variable pour voir finalement le poids des charges variables sur l'entreprise au global, le total des charges fixes aussi, pour voir un petit peu, bon, bah, si jamais on est en négatif, d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une problématique de tarif? Est-ce que ça vient de trop de charges variables? Est-ce que ça vient de trop de charges fixes? Est-ce que ça vient, ça m'est très rarement arrivé, mais est-ce que ça vient des fois d'un entrepreneur qui veut trop de rémunération par rapport au chiffre d'affaires? Il y a ça aussi, ça m'est très très peu arrivé, mais ça arrive. Et après, évidemment, je regarde toujours bah, tout ce qui va être seuil de rentabilité pour avoir le chiffre d'affaires minimum à générer et le comparer à l'objectif de chiffre d'affaires de l'entrepreneur. Parce que des fois, j'ai des personnes qui ne regardent pas ça, qui ne regardent pas du tout la partie charge et en fait qui se rendent compte, enfin là, quand on fait les calculs, de se rendre compte que, ah oui, en fait, là, avec mon objectif, j'estime déjà de base que je vais être en perte. Donc, il faut absolument que j'augmente soit l'objectif, soit que je diminue les dépenses. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Et je regarde aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup le temps passé. Mm. VS, chiffre d'affaires généré, VS, rémunération, pour bah, justement vérifier que ce soit en cohérence quelqu'un qui bosse 70 heures semaine pour 1000 balles tous les mois. Bon, il y a peut-être d'autres solutions. J'aime bien parce que, en fait, c'est pas, on parle pas que de rentabilité ou de chiffres. Il y a aussi, tu vois, cette notion d'effort et cette notion humaine de, OK, en fait, on va regarder ce que tu fais réellement et on va voir ce qui va être le plus rentable pour toi en travaillant peut-être moins. Et la notion de prévisibilité aussi, de pouvoir prévoir si tu vas être dans tes frais ou pas. Ça, je pense que ça enlève pas mal de poids au quotidien, surtout quand on est entrepreneur et qu'on n'y comprend rien. Et il y a un truc sur lequel, pour le coup, j'avais vraiment envie de mettre le doigt avec toi, parce que bah, dans les produits digitaux, c'est vrai qu'on entend à boire et à manger. Il y a de tout sur Internet. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du petit produit. Surtout développement de l'IA, qui va vous créer des e-books que vous pourrez vendre à 5 euros ou à 10 euros. Si vous le vendez à tant de personnes, ça vous fait 10 000 euros par mois. Mon œil jusqu'au coude. Mais du coup, là, et ce que je veux comprendre, c'est est-ce que le petit prix pour toi, ça peut être vraiment rentable ou est-ce que c'est un faux espoir que les gens ont de pouvoir vivre d'une entreprise avec des petits produits? Les petits produits, en fait, il y a deux écoles. Ouais. Il y a ceux en fait où en fait ouais, des fois un petit produit ça peut être rentable si forcément derrière on a une capacité à aller chercher du volume. Là oui forcément c'est possible mais en fait la majeure partie des cas c'est très rarement possible et en fait pour moi ça peut être rentable uniquement si derrière en fait ça fait partie d'une stratégie pour du coup derrière convertir vers une offre plus chère et aussi si le temps est contrôlé. J'ai toujours cette notion de temps tout le temps tout le temps tout le temps mais dans la majorité des cas, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour peu de marge et énormément de pression. Et moi, enfin, forcément, je l'ai vécu aussi, parce que moi-même, en fait, j'avais mis en place des petits produits en me disant, bah, chouette, en fait, la première année, ça avait très, très bien fonctionné. Donc, c'était en 2024, ça avait très bien fonctionné. 2025, ça a beaucoup moins fonctionné. Et bah, forcément, le problème, c'était pas forcément le prix, mais plus le déséquilibre entre bah, le temps que je passais, vs le chiffre d'affaires qui était généré. Et en fait, après, moi, je me suis rendu compte aussi dans ma situation que c'était pas du tout adapté à moi et que c'était pas forcément moi adapté à ma stratégie, à ce que j'avais envie d'offrir. Mais j'ai quand même l'impression, malgré tout, que les petits prix, c'est quand même un faux espoir et que si ça fait pas partie d'une stratégie, vaut mieux mettre son énergie ailleurs. Je te rejoins. Et c'est vrai que, en fait, j'aime bien cette notion de rentabilité vis-à-vis du temps que tu y passes. Parce que mine de rien, un petit produit, t'as quand même, si tu as un minimum d'éthique, t'as quand même pas envie de vendre de la merde. Donc, un petit produit, il est quand même relativement complet. Moi, j'ai déjà accompagné des entrepreneurs qui vendaient des trucs de fou à 19 euros, 29 euros, et je me disais, mais en fait, l'effort que tu mets à vendre ce produit 19 euros, va être exactement le même effort que tu mettrais pour vendre un produit à 300, 400, 500 euros. Je vais pas parler du high ticket, mais au moins d'augmenter le panier moyen. Ce qui fait que à chaque fois, j'ai été sidérée de me rendre compte qu'il y a même des gens qui vont vous dire, ah mais 19 euros, c'est trop cher. Parce que, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied
et ça porte atteinte aussi au positionnement que l'on a. Donc, si vous voyez des petits produits, parce que moi j'en fais en termes d'immersion, etc., sachez que c'est contrôlé dans une stratégie claire de on va faire en sorte de fidéliser cette personne-là. C'est une porte d'entrée. C'est Mm. pas j'ai mes produits comme ça et puis après je laisse tomber. Est-ce que toi tu penses que quand on a un problème comme ça de rentabilité, c'est un problème justement de vente, on ne sait pas vendre, ou c'est plus un problème de structure? Intéressant comme question. En fait, moi, je pense que on est plus des fois sur un problème de structure quand, même si jamais tu vends plus, en fait, ça améliore pas du tout ta situation et où, en fait, finalement, ton chiffre d'affaires a beau augmenter, mais en fait, ton stress aussi augmente et en fait, ton compte bancaire artificiellement augmente, mais en fait, une fois que tu as payé toutes tes charges qui sont forcément décalées, ben, en fait, tu te rends compte que soit tu gagnes pas beaucoup plus, soit des fois même, dans certains cas, ben, en fait, tu gagnes encore moins. Mm, Et ouais, il y a aussi la notion de quand chaque nouvelle vente en fait ajoute une espèce de charge mentale et pas du soulagement, ouais, de se dire ouais, comment je vais arriver à limite des fois ne serait-ce que absorber certains clients en plus ou autres. Et pour moi en fait c'est pas forcément la question du comment vendre ou comment mm, vendre plus, mais finalement le truc du comment j'ai pensé mon offre, comment mon entreprise est organisée, etc. Et ouais, j'ai vu beaucoup trop d'entrepreneurs aller chercher encore plus de chiffre d'affaires, toujours plus de chiffre d'affaires, mais en fait qui peuvent toujours pas se payer plus parce que derrière, il y a, bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais mm, beaucoup de charges à payer qu'ils n'ont pas vu ou pas anticipé, parce qu'il y a déjà aussi ce truc-là de se dire, bah, en fait, je pense que j'aurai ça à payer, et en fait, bien souvent, on a toujours un petit peu plus. Et bah, finalement, une fois que tout est déduit, limite, les entrepreneurs vont baisser les bras parce qu'en fait, vont se rendre compte que ah, mais je savais pas qu'il y avait tout ça à payer, je savais pas qu'il y avait la TVA, je savais pas que ceci, je savais pas qu'il y avait l'URSSAF, je savais pas qu'il y avait la CFE, je savais pas qu'il y avait ceci, etc. Et en même temps, évidemment, ouais, augmenter des fois les tarifs, bah, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, augmenter les tarifs, mm, bah, bien souvent, c'est quand même une première porte d'entrée. J'ai très rarement eu à dire à des personnes baisse ton tarif. Souvent, c'est augmente ton tarif, augmente ton tarif, augmente ton tarif. Et finalement aussi avoir un taux horaire hyper représentatif par rapport à soi. Et il y a aussi le truc du faut arriver à ce que certains l'assument. Parce que des fois, c'est ça aussi le truc d'arriver en fait à assumer un certain positionnement, un certain prix. Donc là, on est plus des fois sur une notion de mindset, mais quand on a des personnes qui ont un taux horaire minimum et se dire, bon bah ok, là en fait, j'accepte pas une presta en dessous de X euros parce que derrière, en fait, je m'épuise, parce que derrière ceci, derrière cela, bah, malgré tout, ça aide quand même mm. énormément, quoi. Ah, mais moi, en tant que casquette de mentor, je peux le dire, l'une des premières choses sur lesquelles on travaille, c'est le prix. Et à chaque fois que je leur dis, le prix, il n'est pas aligné avec l'image que tu veux renvoyer, avec ce que tu es en train de délivrer et avec la qualité de ton travail, la première réaction, c'est je suis pas prête. Et je dis, Ouais. ok, ton prix est le mien. Parce que d'une manière ou d'une autre, si vous posez un prix avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, c'est simple, vous ne vendrez pas. Parce que vous n'allez pas être à l'aise avec le fait de la présenter de la sorte. Donc, il faut que ce soit aligné avec votre vision et avec ce que vous avez envie de mettre en place. Mais très généralement, les prix sont beaucoup trop bas. Euh, comment est-ce que au quotidien, on commence un peu à piloter comme ça sa rentabilité? Au-delà même juste de simples chiffres, est-ce qu'il faut commencer à regarder soi-même et se dire, bon, ok, là, il faut que je sois un peu plus drastique, mais il faut que j'augmente mes prix. Là, il faut que je fasse ci. Là, il faut que je fasse ça. Quelles sont les pistes d'amélioration? Parce que tu le disais aussi très bien, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et il y a des choses que, en tant qu'entrepreneur, quand on n'a jamais mis le nez dedans, eh ben, c'est simple, on ne connaît pas. Donc, quand on te dit, ah, il y a ci à payer, ok. Ah, il y a ça à payer, encore. Ah, mais il y a ça qu'il faut aussi. Ah merde. Et mais attends, ça fait beaucoup là. Comment est-ce qu'on fait concrètement à piloter tout ça? En fait, moi, ça passe. À mon sens, ça passe par vraiment se renseigner sur tout ce qui est à payer dans son entreprise, tout ce qui... En fait, à quoi correspondent les choses. Moi, j'ai le cas d'une personne, là, du coup, que j'ai accompagné tout 2025, et en fait, qui se retrouve avec... Bah, 2024, elle n'a pas mis en place les choses qu'il fallait. Elle s'est retrouvée avec une régule d'URSSAF et une régule de TVA, parce que les choses avaient mal été faites avant. Bref. Bah, en fait, du coup, la personne ne comprends pas pourquoi elle a autant en fait d'URSSAF à payer en 2025. C'est parce qu'en fait, bah, tu te traînes les pots cassés de l'année précédente. Et en fait, tant que toute cette partie-là, et d'ailleurs c'est même souvent, tant que tu payes en fait ouais, les pots cassés de l'année précédente, tant que tu mets pas le nez dedans et de se dire, bah en fait,
voilà, là, ce que j'aurais à payer en termes d'URSSAF. Comment ça se calcule finalement? Bah tiens, je prends un petit peu de temps, soit du coup, je vais chercher les informations par moi-même, soit évidemment, je me fais aider par quelqu'un, mais de ouais, mettre le nez dans comment fonctionne son entreprise, qu'est-ce qu'il y a à payer, etc. Et encore une fois, toujours avoir une marge de manœuvre, de se dire, bah tiens, par exemple, la CFE, je peux difficilement l'anticiper parce que bah, ça reste une charge où, bah, je vais pas dire c'est au petit bonheur la chance, mais d'une commune à une autre, ça dépend tellement, ça change tellement que, bah, en fait, il faut arriver à se dire, bon, bah, il n'existe pas de simulateur officiel. Il faut arriver à se dire, bon, bah voilà, j'estime à peu près avoir ça, j'ai mis quand même un petit peu d'argent de côté parce que je pense que j'en aurai pourtant. Bon, bah, c'est sûr qu'une fois que ça tombe, on se dit, ah, je pensais pas qu'il y en allait avoir pour autant, ou au contraire, bah, finalement, je pensais que ça allait me coûter plus cher, donc du coup, tant mieux. Mais ouais, non, c'est vraiment mettre le nez dans son entreprise, mettre le nez dans tout ce qui se passe, parce que derrière, bah, c'est quand même une source de stress en moins, quoi. Mm. Surtout que moi j'aime bien dire que le fait de savoir où est-ce qu'on met les pieds, ça rassure beaucoup. Et j'aime bien faire ce parallèle avec bah, les personnes qui vont être un petit peu angoissées. Vous allez comprendre l'image que je vais vous donner. Moi, étant une très grande stressée, il s'avère qu'après le Covid, ça s'est beaucoup accentué et j'avais beaucoup de difficultés à sortir, mais juste aller au resto. Parce qu'en fait, je savais pas s'il allait y avoir beaucoup de monde, s'il allait y avoir de la musique, si la lumière elle allait être très forte. Il suffisait juste que les sets de table soient d'une certaine matière ou d'une certaine couleur pour que déjà au niveau de ma vision, ça commence à se troubler. Et du coup, bah, avant de sortir, que ce soit avec des amis, mon mari, ma famille, ce que je faisais, c'est que j'anticipais tout le temps. Je savais où est-ce qu'on allait. Et si je ne connaissais pas l'endroit, j'allais toujours sur Google pour regarder un peu comment était l'espace. Est-ce que les tables étaient très rapprochées les unes des autres? Est-ce que, au contraire, c'était un espace très ample? Et en fait, ça calmait euh, ma, mon stress et mon angoisse, justement parce que je savais où est-ce que j'allais mettre les pieds. Et j'aime bien dire que en rentabilité business, c'est un peu la même chose. Savoir où est-ce qu'on met les pieds, c'est aussi beaucoup de OK. En fait, là, même si je contrôle pas tout, je contrôle 90% de la situation. Et du coup, je sais où est-ce que je peux mettre mon nez et où est-ce que je peux mettre mes efforts et où est-ce que, en fait, ça sert à rien ou où est-ce qu'il faut que je demande de l'aide. C'est un peu comme quand on parle de gestion du temps, voir si vous devez déléguer ou voir si c'est à vous de le faire. Si toi, tu devais donner un réflexe, parce que là, du coup, j'ai donné mon réflexe des restos. Bon, les gars, maintenant, je le fais plus trop, hein, ok? Ça se soigne. Je suis accompagnée depuis 3 ans, donc ça devrait le faire. Mais si tu devais donner un réflexe simple lié justement à cette notion de rentabilité au quotidien, et pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie déjà de mettre un petit peu leur nez dedans, quel serait toi ton conseil déjà pratico-pratique qu'elles peuvent mettre en place? Ouais, avant, je vais juste rebondir sur ce que tu disais, parce que justement, en fait, tu parlais bah, ouais, de toute cette partie-là, mettre le nez, etc., dans ces chiffres, mais en fait, je vois aussi beaucoup de personnes qui sont forcément en société, qui se disent, bah tiens, je vais tout déléguer à mon expert comptable. Oui. Non, 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 on vérifie ce qu'il fait. Parce qu'il peut faire des boulettes, hein. Donc, en fait, j'ai aussi ouais, beaucoup de personnes, des fois, qui se disent, bah, ouais, forcément, des fois, qui sont en micro-entreprise, qui évoluent, qui se disent, bon, bah, tiens, maintenant, en fait, je vais pouvoir déléguer à un expert comptable. Mais en fait, l'idée, c'est aussi de savoir ce que fait l'expert comptable parce que c'est sa propre entreprise. Enfin, c'est pas l'entreprise de l'expert comptable, c'est à nous. Donc, forcément, nous, on sait ce qui s'y passe et nous, c'est plus facile de dire, bah, en fait, là, je pense qu'au niveau chiffre d'affaires, il y a une erreur. Là, en fait, je pense qu'au niveau dépenses, il y a une erreur de pouvoir avoir cet œil critique. Et quand on est capable d'avoir cet œil critique, derrière, c'est tout de suite bien différent parce qu'en fait, ça montre quand même qu'on connaît le fonctionnement de son entreprise, quoi. Mais tu sais que c'est hyper vrai ce que tu es en train de dire, ça me fait rappeler un très mauvais souvenir. La première année où je lance mon entreprise, il faut savoir que bon, au Portugal, les statuts sont différents, ok? Mais du coup, j'y connais rien, mais vraiment rien du tout. Alors, vous avez compris, hein, moi, les chiffres, ça fait 10. Mais du coup, je prends quelqu'un parce que je me dis, quoi de mieux qu'être accompagné? Il s'avère que cette personne, attention, spoiler, je n'ai jamais rien payé à cette personne puisqu'il s'agissait d'une connaissance, de connaissances qui m'avait dit, mais t'inquiète, je vais t'aider, machin. Trop bien. Mais génial, j'étais trop contente. Je me suis dit, bon, ben, franchement, si je peux, en plus de ça, avoir une personne de confiance qui m'aide, bah, c'est génial. J'ai juste à trouver des clients, à facturer, à travailler et à faire ce que moi j'ai à faire. Il s'avère que, c'est peut-être un an, du coup, oui, c'était un an tout pile, je me retrouve avec une décision à prendre. Ta facturation est un peu trop élevée et du coup, il va falloir changer de statut. Si tu changes de statut, voici ce qui se passe, et si tu changes pas de statut, voici ce qui se passe. Le seul problème, c'est que moi, quand je reçois ce message,
c'est déjà trop tard. Oui. Donc je me retrouve à payer une somme à 5 chiffres, plus de 15 000 € d'impôts liés à cette fameuse entreprise qui n'était pas encore créée à l'époque, parce que la facturation était beaucoup trop élevée et du coup l'État considérait que tout ça, bah, c'était mon salaire. Ouais. Du coup, en fait, bah, j'ai été taxée, mais comme si je gagnais des milliers et des cents, alors que moi, dans ma tête, tu sais, j'avais déjà ce truc de là, c'est l'entreprise, là, c'est mon salaire à moi, de tout distinguer, sauf que l'État, ils n'ont pas fait cette distinction. Et moi, du coup, quand j'ai créé mon entreprise, ben, tiens, ça appartient à l'entreprise. Mais après, du coup, tu fais comment? Donc, moi, j'aime bien dire maintenant que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, c'est un très bon point que tu as dit. Si vous avez un peu la flemme, aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui vont vous permettre déjà de contrôler un peu et de comprendre ce qui se passe. Ne partez pas du principe que la personne, elle vous envoie quelque chose. Ah, ben, c'est bon, tiens, il y a ça à payer. Oui, mais du coup, c'est quoi? Et je vais le payer de combien en combien? Est-ce que c'est trimestriel? Est-ce que c'est semestriel? Est-ce que c'est tous les mois? C'est référent à quoi? Comme ça, vous allez pouvoir aussi aller regarder par rapport à vos produits, par rapport au temps. Donc, c'est un très bon conseil que tu donnes et merci de le rappeler parce que cette histoire, je crois que je l'ai jamais évoquée sur le podcast, mais croyez-moi que j'en ai pleuré pendant très longtemps. Donc, ça méritait quand même une petite anecdote par ici. Mais c'est surtout que, enfin, moi je sais que j'ai aussi des fois beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, bah en fait mon copain est comptable, mon cousin est contrôleur de gestion, je sais pas, ma voisine et ceci et cela. J'ai eu le cas, ma tante est comptable, etc. Donc du coup elle va pouvoir m'aider. Et en fait quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que, ben en fait non, c'est là où des fois il y a des grosses boulettes qui sont faites et en fait comme forcément les personnes ne s'intéressent pas à cette partie-là. Derrière, ça peut avoir des grosses conséquences. Et même des fois, à terme, enfin, moi je le vois forcément sur bah, du coup, l'achat de la maison que j'ai fait avec ma sœur, vu que je connaissais exactement mes chiffres, ben, en fait, c'est plus facile d'aller voir une banque et de dire, ben, en fait, voilà ce que mon entreprise génère, voilà ce que je gagne, voilà ceci, voilà cela. Ça les rassure. Et en fait, derrière, pour avoir un emprunt, je vais pas dire que c'est facile, parce que j'ai quand même galéré. Mais, forcément, vu que je suis indépendante, mais c'était quand même beaucoup plus rassurant pour les banques de se dire, bon, bah, ok, elle sait de quoi elle parle, elle sait exactement quelles sont ses charges, etc. Et pareil, en fait, je pouvais montrer en fait que ben voilà, là, voilà mon chiffre d'affaires estimé pour 2026. Voilà le chiffre d'affaires qui est sûr parce que j'ai des contrats qui sont en cours, parce que ceci, parce que cela, et tout de suite, ça devient plus Mm. facile. Donc après, pour en revenir à ta question de il y a quelques minutes, le réflexe, moi, c'est d'arrêter de faire l'autruche et de mettre enfin le nez dans ces chiffres, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop important. Et surtout, en fait, d'arrêter de se focaliser sur le chiffre d'affaires, mais Mm. plutôt sur sa rémunération, sur sa marge, sur son bénéfice, pour ouais, construire une entreprise qui tourne en fait et qui tourne autour de ses besoins personnels et que ça puisse bah, servir en tant que personne et plus l'inverse, quoi. Mm. C'est vrai qu'il y a cette notion où il faut que vous preniez le contrôle. Je sais que pour beaucoup, en écouter cet épisode de podcast, ça peut être un petit peu anxiogène et bienvenue au club parce que ça l'était aussi pour moi. Mais cette anxiété et ce stress vient aussi de la méconnaissance, Mm. de ne pas savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et quand on parle de trucs un peu officiels comme ça, d'État, de gouvernement, d'impôts, forcément, en fait, c'est humain. Le premier réflexe, c'est on se crispe et on se dit, oula, là, ça pue les problèmes. Mais pas vraiment. Si on prend le contrôle, il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi beaucoup de cartes que vous pouvez jouer justement pour baisser vos charges, pour prendre le contrôle et faire en sorte que vos dépenses rentrent dans votre entreprise et rentrent dans vos frais, pour augmenter votre salaire aussi. Donc, c'est pas une punition. Moi, au début, je le voyais vraiment comme une punition. Ça n'en est pas une. D'ailleurs, Léna, toi, tu le démocratises très bien sur ton compte Instagram et dans ton contenu pour rendre justement tout ça accessible, pour faire en sorte que ce soit plus simple à comprendre. Aujourd'hui, si on a envie de mettre un premier pied dedans ou si on a envie de enfin prendre le contrôle, comment est-ce que toi, tu peux nous aider? Est-ce que c'est de la prestation de service? Tu parlais tout à l'heure d'une formation. Est-ce que du coup, on peut acheter cette formation en libre accès? Comment ça se passe? Ouais, en fait, j'ai entre guillemets deux portes d'entrée dans le sens où des fois, quand il y a une question ou un sujet spécifique, ça va être plus des fois la consultation individuelle qui va être adaptée. Là, tu vois, par exemple, j'ai eu beaucoup de personnes qui passent à la TVA, qui sont un petit peu perdues, beaucoup de personnes qui ne savent pas comment évolue leur entreprise et se dire est-ce que je dois changer de statut juridique ou pas? Enfin, voilà. Puis après, des fois, j'ai aussi des personnes qui ont besoin d'aide sur toute la partie, bah, je sais pas trop comment analyser mes chiffres, mais des fois même, ne serait-ce que mettre en place des choses. Donc des fois, quand on est sur un ou deux sujets
La consultation d'1 heure, en fait, est largement suffisante. Et après, évidemment, j'ai le plus la partie formation en autonomie. Évidemment, je reste dispo quand il y a des questions, même des fois trop, parce que forcément, ma personnalité est comme ça, où je chouchoute beaucoup trop les personnes. Mais du coup, ouais, il y a aussi la partie formation en ligne pour justement apprendre toutes les notions, apprendre tout ce qu'il y a à mettre en place, savoir, bon bah ok, comment, déjà pourquoi on le met en place. Ça, c'est un gros point avant du comment, je dis toujours pourquoi il faut le mettre en place, etc. Après, bah finalement, comment on le met en place, je donne les outils, enfin vraiment. Je pense que je guide peut-être même des fois un peu trop mes élèves, mais en tout cas, ouais, là on est vraiment sur deux notions où ça permet quand même de mettre le nez dedans. Et après, évidemment, il y a la partie prestation de service, délégation, mais là, on est sur des fois des profils beaucoup plus avancés, on est quand même sur des stades d'avancement beaucoup plus avancés. Et surtout, moi, toutes les personnes que j'accompagne vraiment en mensuel sur de la délégation, c'est des personnes qui sont capables derrière, enfin justement avant, de mettre en place les choses, qui savent tenir leur contact, qui savent ce qui se passe dans leur entreprise, mais que la problématique, c'est pas une problématique de, en fait, je veux pas en entendre parler, mais c'est une problématique de, en fait, là, j'ai plus le temps, j'ai plus envie de me mettre dedans, mais je suis capable, si jamais du jour au lendemain, le contrat doit s'arrêter, je suis capable de reprendre la mission derrière. Et ça, c'est un gros point où je fais hyper attention, parce que derrière, la partie formation permet justement de connaître tout ce qu'il y a à savoir sur une entreprise, comment ça fonctionne, comment tenir sa compta, et de pouvoir, même ne serait-ce que vérifier derrière la partie chiffrée, quoi. De toute façon, un maître mot en entrepreneuriat. Gardez votre autonomie, gardez votre indépendance. C'est pas parce que quelqu'un d'autre le fait que vous ne devez pas savoir. Bien au contraire, moi j'aime bien dire qu'avant de déléguer, il faut savoir que vous sachiez faire. Il faut faire en sorte que vous sachiez exactement ce que la personne va faire parce qu'encore une fois, c'est votre entreprise et du coup, il faut que vous preniez les rênes de cette entreprise. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça prend du temps. Mais croyez-moi, ça va vraiment vous changer la vie. De toute façon, moi, je vous mets tous les liens que Léna a mentionnés dans les notes de cet épisode de podcast. Si vous voulez aller voir, si vous avez des questions, si vous vous intéressez de près ou de loin à ce type de thématique, c'est vraiment le contenu que je vous recommande parce qu'il est facile à comprendre. Bon, moi, j'étais pas en France et je ne suis pas en France, donc il y a certaines notions qui ne m'étaient pas du tout bénéfiques. Mais pour toutes celles qui sont en France et où la législation va d'une manière ou d'une autre vous tomber dessus à un moment donné, croyez-moi que ça va beaucoup vous aider, vous allez éviter beaucoup de problèmes. Merci beaucoup, Léna, pour ton temps. Moi, c'était un énorme plaisir de t'accueillir dans le podcast et je te dis à très bientôt. Merci à toi aussi.